faire parce qu'elle est en train d'humilier l'Afrique. Elle humilie l'Afrique. Et j'aimerais que les présidents africains qui vont se réunir demain à Addis Abeba, je les implore de retirer leur signature de la CPI. Tous. Et je demande spécialement à son Excellence Monsieur Déby qui va prendre, je l'espère, la présidence de l'Union africaine de militer pour que tous les pays africains quittent la CPI. Marc, je vous reviendrai dans les émissions prochaines, mais s'il vous plaît, j'ai une demande. Envoyer une équipe d'Afrique Média parce que c'est un procès qui est très important pour l'Afrique. Merci. Je me suis désolée, j'étais un petit peu trop long, mais je reviendrai dans les émissions prochaines. Jusqu'en mars, le procès est là. Appel depuis l'Allemagne, vous votez et vous contribuez. Bonsoir. Allô, bonsoir. Deux plateaux, Gamena et puis Douala. Bonsoir, monsieur Michael. Je salue tous les intellectuels qui sont autour de des deux studios ce soir. Moi, je voulais dire quelque chose. Le plus souvent, quand on parle de la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui pensent que nous parlons avec l'émotion. Ce n'est pas de l'émotion. Quel pays européen aujourd'hui qu'on peut humilier comme ça, comme si ce n'est pas l'Afrique? Parce que nous avons des gens qui cherchent toujours à défendre, comment dire, leurs propres intérêts que de défendre les intérêts des citoyens. C'est ça le mal des choses des Africains. Parce que le plus souvent, M. Célestin, il accuse rentrer sur son territoire. On ne peut pas faire quelque chose. Voilà la situation. Parce que si nos propres frères, ils sont à la base pour aider ces Européens pour venir nous brutaliser. Alors, en ce moment-là, parce que la CPI aujourd'hui, c'est un joker. C'est un joker des choses des Occidentaux et des Européens. Donc, ne venez pas sur les plateaux pour suivre, comment dirais-je, nos morts. Parce que ça fait très mal. C'est quelqu'un qui nous quitte brutalement. D'accord. Merci beaucoup à vous, Zerfel, depuis l'Allemagne, d'avoir appelé. Nous restons au téléphone avec Alice qui nous appelle depuis la France. Bonsoir. Vous votez et vous... Je vote 1000 fois aussi. Je voudrais bien contribuer à votre débat parce que ce qui se passe actuellement à la CPI, ça c'est le procès de l'association des malfaiteurs. Moi, si j'étais à la place de Gbagbo, j'aimerais bien s'il pouvait écouter Afrique Média. Tant que ces gens-là ne sont pas en face de lui, il ne faudrait même pas qu'il réponde aux questions de ces malfaiteurs, de ces assassins-là, parce qu'ils sont là uniquement pour détruire le continent africain. Malgré ça, il y a des Africains qui n'ont pas encore compris que tout ce qui se passe à la CPI, c'est l'enjeu économique. Monsieur Yimga, bonsoir. Oui. D'accord, si Monsieur Yimga n'est pas positionné, on va prendre un autre appelant. Bonsoir, monsieur ou madame, bienvenue dans cette édition. Vous votez, vous... Bien, monsieur Menga, je vote d'abord pour Idriss Déby Itno. Je vote pour Robert Mugabe et pour Obiangé Mambazogo. Bien, alors, monsieur Menga, j'ai une question à poser. Quand est-ce que les Africains auront honte? Il y a un pasteur là sur le plateau. Pasteur, je vous pose une question, je ne vous demande pas de me dire qu'ils ne font rien. Mais alors, quand est-ce que nous allons nous libérer du joug de ces Occidentaux qui ne veulent pas notre bien? Moi, je ne comprends pas cette histoire. J'ai comme l'impression que tout ce que les Occidentaux sont en train de nous faire, ils voudraient tout simplement nous... Enfin, ils voudraient le président Blé Goudé, si le président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudé
n'est-ce pas, s'ils les détiennent là-bas, je ne dirais pas que s'ils le condamnent, ils ne peuvent pas le condamner. Le diable ne peut rien le faire. Donc, s'ils le détiennent là-bas, tous les chefs d'État africains qui sont en place, je crois qu'ils auront la réponse de Dieu. Ça, c'est une confidence que je suis en train de le faire. Ils doivent parler quand même. Ils doivent s'associer et aller libérer... Bonsoir à vous, Monsieur Yinga, depuis le Gabon. Nous allons rester au téléphone avec le pasteur Issombe qui nous appelle aussi. Bonsoir, vous votez, vous contribuez. Bonsoir, pasteur Issombe. Bonsoir, Tony Michael. Bonsoir, les plateaux. Et un bonsoir très spécial à mon frère bien-aimé Bandakani, que je revois sur le plateau. J'ai pris un temps d'hibernation, mais j'ai décidé de rompre mon silence. Qui a posé la question tout à l'heure, les enfants du diable sont-ils plus forts que ceux de Dieu? Je dis non. Dieu permet quelquefois que le diable ait l'impression d'avoir remporté une victoire afin d'exposer toute sa laideur, toute sa vilainie et tout ce qu'il est, et afin de permettre à ceux qui observent de comprendre qu'ils doivent s'en tenir à dire il était vraiment fils de Dieu. Moi, je pense que des procès comme ceux-là, qui sont d'immolation de résistants africains, nous devons les regarder sous un angle différent, en homme spirituel et en personne avertie. Nous voyons là les soubresauts de la défaite. Je refuse de voter pour tous les présidents ce soir, même si je veux bien repêcher le président Idriss Déby Itno, parce que le président Mugabe nous a leurrés. Mais tout ce qu'il a trouvé, c'est vendre à l'appel des terres et restituer des terres aux Blancs, au lieu de nous donner le résultat, ce qu'on attend de lui quand il a été nommé. Je le crois, je suis déçu, je suis choqué, mais en même temps, je suis plein d'espoir, parce que la génération que tu représentes et celle de l'arrière-garde que nous représentons va changer les paradigmes, n'en doutez pas un seul instant. L'Afrique sera libre et la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons de toutes les manières. C'est la dernière partie de votre intervention qui nous intéresse. Vous gardez espoir et nous aussi. Oui, bonsoir à tous les panélistes. Ça, c'est un problème qui a plusieurs volets. N'oubliez pas que derrière eux, c'est d'abord les Juifs. C'est les Juifs qui sont cachés derrière. Sarkozy est un quoi? La femme d'Alassane Ouattara est quoi? Alors, les qui nous ont mis esclaves pendant plusieurs années, c'est les Juifs, qu'ils soient Juifs espagnols ou français, ou anglais, ou américains, hein, et les faux Juifs, hein, parce que les enfants d'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, jusqu'à Jésus, fils de Marie, c'est eux qui les donnent les informations. Quand ça dépasse la France, c'est l'Amérique qui va intervenir. Si l'Amérique n'intervient pas, c'est l'Angleterre qui va chercher à intervenir. Quand ça les dépasse, leur dernier pion, c'est les Juifs. À partir de les Rothschild, les banques et consorts, et regardez bien leur comportement, vous verrez que c'est eux qui sèment la panique en Afrique du Sud, qui ont supporté l'apartheid et qui dirigent maintenant, ils sont en train de piller l'Afrique la Côte d'Ivoire. C'est ce jeu. Donc ils sont prêts à le bloquer pour piller là-bas. Et quel est l'apport maintenant des Africains? La première des choses que les Africains doivent faire, sortir dans la franc-maçonnerie et la rose-croix et à mort. Et de deux, ayez une cour interne. Les Juifs qui sont là, vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Donc c'est des maudits. Donc dans tous les cas, il y aura une solution pour eux. Et Khalid Abdou Mohamed disait toujours quelque chose que les Européens sont comme des enfants. Soufflez de m'écouter un peu. Les Européens sont comme des enfants. Tu vois un enfant de 2 ans à 3 ans quand tu l'accouches, lorsqu'il ouvre une penderie, s'il voit les chaussures, s'il voit n'importe quoi, il va t'appeler papa, papa, maman. Tu vois ça, tu vois ceci, tu vois cela. Lorsqu'il atteint l'âge déjà de 9 ans, 10 ans, tout ce qu'il voit, il casse, il détruit. Et lorsqu'il atteint maintenant l'âge de 16 ans, 18 ans, il a peur. C'est ce qui arrive aux Européens. Ils sont dans une phase de peur. Et ils vont tomber. Ils ne pourront pas s'en sortir. On revient sur ce plateau central avec le père Nora Sadio, bien évidemment. Vous avez votre mot à dire sur ce procès. C'est vrai que le professeur Sitak a dit que d'emblée, on ne peut pas dire grand-chose parce qu'on n'est qu'au début du procès, mais beaucoup de choses ont déjà été dites. Il y a, sur la forme, beaucoup de choses qui ont été observées, donc on vous laisse dire quelque chose sur ce procès-là. Ce procès me rend malheureux
C'est Fatou Bensouda aujourd'hui, c'est le régime islamique qui est là. Sans penser aux autres qui sont des chrétiens, ou des qui, même monsieur a imposé le régime. Vous n'entendrez jamais Fatou Bensouda dire non. Le problème de la Côte d'Ivoire, j'ai toujours dit ici que Gbagbo n'avait même pas besoin qu'on le déplace à la... Non, je ne sais pas par quelle gymnastique il s'est trouvé là-bas. Je le dis et je le redis. Si on allait aux élections quelque part, je vote Gbagbo parce qu'il est socialiste. Et je ne le connais pas, mais j'ai vu certains de ces gens, et je l'ai même vu en personne, de loin comme ça. C'est quelqu'un qui aimait partager. Même quand il mangeait un beignet, et parce qu'il mangeait les beignets, il dit, mais ces blancs-là, quel est leur problème? Voilà Sarkozy qui est parti égorger et Kadhafi à Benghazi. Hein? Il a chargé à... Il se promène tranquillement. Voilà Saddam Hussein qu'on a tué un jour de Tabaski, de mémoire des musulmans. Il disait que il a... Il... Je peux pas ça aussi. Non, écoutez, hein, c'est sérieux ce qui se passe à la Hollande là. Hein. C'est sérieux. Parce que les Hollandais, c'est des boyers. Je ne sais pas qui a mis ce tribunal chez des gens qui étaient boyers. C'est eux qui ont amené l'apartheid en Afrique du Sud. Bon Dieu, on va mettre ce tribunal. Il est temps de quitter ce tribunal sans regarder derrière. Comment avec ces gens? Non, mais c'est vrai. D'accord. Une autre question pour vous permettre de rebondir. Il y a une téléspectatrice qui pense que Fatou Bensouda, dans ce dossier-là, et beaucoup le disent aussi, est manipulée. Est-ce que vous pensez qu'elle perdra son estime envers les Africains et qu'après, même ceux qui l'ont aidé à manipuler les peuples africains même si elle finiront par la rejeter comme une chaussette? À son gros salaire. Voilà, monsieur, qu'on voulait arrêter pour des conneries. Ils ont divisé son pays. Hein? Ils divisent son pays, ils veulent qu'il se taise parce qu'eux, ils vont... Pourtant, en divisant son pays, la gomme arabique sert toujours pour Coca-Cola. Ça, non, mais c'est malheureux. C'est-à-dire, ça énerve tellement que des fois, tu as envie d'avoir... C'est notre aîné un peu. Nous, on est de sa génération. Mais il est quand même en train d'avoir le petit destin de Nelson Mandela. Attentif, hein, il est très attentif. C'est quelqu'un d'intelligent, hein, pour l'eau. Très intelligent. Bon, je ne veux pas que... Je crois qu'ils vont le libérer. Moi, j'espère. D'accord. Ils vont le libérer. Parce que quand tu n'as pas de preuves contre... Monsieur Célestin Djamène, vous, en tant que juriste, je vais vous poser la question sur la forme aussi, parce qu'on est dans un procès commun. Dans ce cas-là, quel est l'avantage que peuvent avoir les deux accusés, ou alors les deux co-accusés dans cette affaire, qui sont jugés au même moment, dans la même salle, qui sont chargés, qui sont obligés de répondre au même moment aux questions des juges de l'accusation? À deux citations de deux personnages que tout le monde, les Africains, connaissent bien. D'abord, Steve Biko. Steve Biko disait que la plus grande force des oppresseurs, c'est la mentalité de l'opprimé. Et tout à l'heure, je pense que nos téléspectateurs ont fait allusion au retrait de nos États de la CPI. Parce qu'en vérité, la CPI a été lancée, le contrat de la CPI. La France et beaucoup de pays occidentaux que nous connaissons. La majorité, c'est les pays africains qui l'ont signé. Et voilà que juridiquement, ils nous tiennent par là. Parce que, soi-disant, c'est nos États qui interpellent la CPI pour livrer leurs ressortissants. Donc, je veux tout simplement dire que ce procès-ci, c'est un procès, la Cour pénale. Il y a eu donc deux belligérants. N'oubliez pas que Gbagbo a été attaqué en 2002. Il était à Rome. M. Gbagbo a dû écouter son voyage pour rentrer précipitamment à Abidjan. Parce que M. Soro Ouattara ont lancé un coup d'État. Et je crois à l'époque, c'est M. Jospin qui a dû lancer ses troupes pour que Soro ne prenne pas Abidjan. Donc, aux chefs d'État africains qui nous regardent, je l'espère, retirez-vous pour la dignité de l'Afrique, pour la postérité de nos enfants, de cette Cour pénale unique, abusivement appelée Cour pénale internationale. Je vous cite El Béchir, qui a été accusé et traîné devant la CPI. M. Uhuru Kenyatta, M. Kadhafi, Laurent Gbagbo, Charles Taylor. Eh bien, ils n'ont pas signé le pacte de la CPI, eh bien, voilà, il n'est pas poursuivi.
un criminel à vue d'œil, puisque M. Colin Powell est venu demander des excuses à la communauté internationale que les ADM, armes de destruction massive, c'était du faux. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. Et pourtant, il y a eu des milliers de morts en Irak. M. Sarkozy avait la coalition anglo-américaine d'Ivoire. Unité d'action, c'est la CPI, avec une négresse blanche, Mme Fatou Bensouda, qu'on a mis là pour amuser la galerie, qui joue le rôle de la farce du dindon de la farce. Est-ce que 55 ans, pratiquement 60 ans après les indépendances, les Africains ne sont-ils pas capables de créer leurs propres tribunaux? Vous savez combien on a résisté pour... Là, on n'est pas près de sortir de l'auberge. Non, il y a d'abord un principe. Est-ce que vous accepteriez, Tony Michael, que M. Sarkozy puisse éventuellement être jugé à Yaoundé ou à Libreville? Est-ce qu'on pourrait l'accepter? C'est une question de principe et d'honneur. Ça ne veut pas dire qu'on va marcher sur le principe de droit. Donc je pense que pour revenir à ce que je disais, les deux partis devaient être incriminés. Eux qui envahissent la résidence présidentielle d'Abidjan. C'est eux qui viennent retirer Gbagbo. Donc pourquoi une seule partie? C'est ça le problème même de la CPI. C'est une question existentielle. Il n'est pas normal, il n'est pas acceptable, sans parler ni de la forme ni du fond. Donc vous pensez que qu'une seule partie puisse être traînée. Le problème sera résolu uniquement lorsque les deux parties seront mis en effet. Vous savez, un conflit, je parle pour que tout le monde puisse comprendre, entre un bailleur et un locataire. Quand le bailleur se plaint, il doit être présent au tribunal de la même façon que le locataire. Quand il y a un conflit entre deux co-contractants, les deux doivent impérativement être là, soit représentés par leur conseil. Mais Fatou Donc il y a un problème d'incrimination. Fatou Bensouda a dit d'emblée que... Les pro-Ouattara. On sait que les forces nouvelles étaient financées par M. Ouattara. On sait que ce n'est pas Gbagbo qui a inventé le principe de l'ivoirité, c'est M. Konan Bédié qui est en liberté, qui a créé une fusion de partis, le RHDP, avec le RDR, le PDC et le RDR. Et ces criminels libres sont là à Abidjan. Ils ne sont pas la CPI. Il est inadmissible, ça c'est le principe. Maintenant, sur la forme, 5 ans c'est excessif, et on est reparti pour le vrai jugement pour 4 ans au moins. Ça fera 9 ans. Monsieur Gbagbo a 70 ans, je vous dis la vérité, monsieur Tony Michael. La vérité, c'est qu'on veut éliminer monsieur Gbagbo de la scène politique malienne. Ils ont presque réussi. Et monsieur Gbagbo, je le regrette, il avait l'air un peu affaibli. Il devrait profiter de cette tribune pour rompre. Il devait faire de ce procès un procès de rupture. Pour dire, c'est les vainqueurs. Les États-Unis et les... C'est les vainqueurs, l'Angleterre, la France et les États-Unis. C'est les vainqueurs, les alliés de la guerre. Donc le problème, il est là aujourd'hui. Je suis simplement en train de dire, Tony Michael, que l'Afrique doit s'organiser pour phagocyter ceux qui veulent le phagocyter. Aujourd'hui, on a trop pleuré, on s'est trop plaint. Arrêtons de pleurer, arrêtons de nous plaindre. D'accord. Et j'appelle tous ceux qui regardent, qui écoutent son d'armes. L'Afrique a besoin de mettre à travers l'Afrique Média, de dire que demain, l'Afrique a des génies, des talents qui peuvent demain inventer les armes. L'Afrique doit assurer sa propre sécurité. Et Dieu sait on ne peut pas, Tony Michael, passer notre vie à nous plaindre. Parce qu'ils adorent ça. On fait diversion. Nous allons frapper. Nous allons créer des universités d'excellence où on va inventer des armes, toutes sortes de mesures, d'objets possibles pour que l'Afrique demain puisse assurer sa défense. Parce qu'évidemment, ce n'est pas un procès ordinaire. C'est un procès politique. Voilà la question qui se pose aujourd'hui. Donc l'enjeu dépasse largement les contours de la CPI. C'est pour ça que d'ailleurs il y a une délégation africaine, tout pays confondu, présent à La Haye aujourd'hui, hier et depuis avant-hier. Donc c'est un procès que doivent s'approprier tous les Africains. Parler de l'autodéveloppement de l'Afrique, on y reviendra tout à l'heure dans le sujet concernant l'Union africaine. Stéphane Chombo, vous n'avez pas parlé depuis le début de cette émission. Vous pensez qu'il y a vice de forme dans le procès qui se fait actuellement du côté de La Haye? Merci Tony Michael, et merci, j'ai écouté brillamment les propos des uns et des autres, qui est tellement avec de la substance et du contenu, qui puisse justement en train de délivrer un message aux Africains aujourd'hui, que toute personne tous ceux qui porteront des vérités indépendantistes ou souverainistes seront écrasés, comme on est en train de faire aujourd'hui à M. Gbagbo. Donc ceux qui sont naïfs et peut-être mal éclairés, qui ont peut-être une analyse un peu très écourtée, sa mission, la CPI serait en train d'être tuée. Pourquoi? Parce que après Gbagbo, il y a des personnes qu'on devra faire chantage avec cette machine de la CPI. Vous le savez très bien, on est en train de guetter Kourouzinza, Kabila, beaucoup de présidents en Afrique. Oui. Alors Gbagbo va servir donc
de modèles, d'échantillonner pour vous tuer. C'est ce qui se passe. Mais rentrons, j'ai écouté le grand frère Djamène, qui était très intéressant, qui a posé un problème qu'il pense qu'il faut exploiter sur le plan juridique. Il a parlé déjà de la crise depuis 2002, l'évolution même. En fait, quand j'écoute le reste, on se rend compte que les actes reconnaissent et que nous l'avons dans la Charte des Nations Unies, vous l'avez dans son article 1, la résolution 3314 du 14 décembre 1974, qui reconnaît très bien la légitime défense et qui le définit, qui définit ses circonstances. Et qu'est-ce qui se passe donc depuis 2000 ans? La Côte d'Ivoire est à contrecarrer cela. Aujourd'hui, lorsqu'on nous dit que le président Gbagbo a massacré, vous aviez énuméré les charges qui sont retenues, crimes contre l'humanité. Je pense qu'on est en train de l'insulter, on est en train d'insulter les Africains. Or, Gbagbo était dans une posture de défendre les institutions ivoiriennes, de défendre cette souveraineté, parce que Gbagbo ne s'est jamais levé. Ou bien bombarder l'hôtel de Golfe et finir avec le... Mais il a toujours donné la voie, le crédit à la diplomatie, à une résolution, au dialogue, à une paix, que les choses pourraient s'arranger. Mais quand on incrimine aujourd'hui, qu'on raconte, on noircit Gbagbo, on essaie de verser sur l'homme même toutes les crimes que l'État n'a jamais connus. Quand l'éthique, la morale, la justice sont dans l'erreur face à cette tartufferie internationale qu'est la CPI. Parce qu'en réalité, c'est une machination. C'est quand vous voyez ces gens avec des robes noires et blanches, ils s'autoprogramment, les uns leur énumérés aujourd'hui, comme ces gens qui vont rendre une justice. Or, nous le savons très bien, qu'ils sont à la sorte de ceux qui ont toujours détruit l'Afrique. Que dès le départ, d'emblée, on n'avait pas prévu s'étendre sur ce sujet longtemps pour donner la possibilité à Alain Michel et Edna Dimanche de mieux parler de ce sujet-là. Mais c'est un sujet d'actualité, un sujet fort qui mérite d'avoir tous les éclairages possibles. Alors, Monsieur Bété Félix, vous, est-ce que vous êtes pessimiste quant au déroulé de ce procès ou vous restez optimiste? Et ça nous donnerait plus de fierté. Mais, et à la fois politique. Parce que c'est pour la première fois qu'on juge un ancien. Tout ce qui est mauvais, on pense que c'est nègre, mais c'est l'occasion aussi pour l'Afrique de... que ça va s'arranger très rapidement. Sur ce plateau, nous donnons la parole à Ferdinand qui nous appelle depuis la République démocratique du Congo. Bonsoir, bienvenue à vous. Vous votez, vous contribuez. Ferdinand qui nous appelle depuis la République démocratique. Bienvenue à vous, vous votez, vous contribuez. Je vais parler dans l'émission Cigare. Ouais. Allô, bonsoir Ferdinand de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, on laisse d'abord le président Badakani ajouter ce qu'il a ajouté et puis nous revenons au standard pour prendre les autres appels. Je voulais d'abord envoyer à mon ami le professeur Sitak. Je ne savais pas qu'il était professeur de droit. Tout à l'heure, j'ai convoqué les juristes africains dont la voix me paraissait aphone. Mais voilà, nous avons un juriste au Tchad qui prend des positions courageuses par rapport à ce procès. Donc, je crois qu'il est là, on voit bien que ce qui est en train de culminer là, avec ce procès, c'est le droit de la puissance. C'est l'expression de la sauvagerie, de la barbarie madrée qui caractérise les relations internationales. C'est ça. Alors, moi j'ai dit, mon ami Célestin Djamel l'a dit avec beaucoup de pertinence. Il a parlé que c'est le procès de la France-Afrique. Oui, mais ce n'est pas seulement le procès de la France-Afrique. Parce que la France et les États-Unis, chacun se rappelle bien le rôle que M. Barack Obama a joué dans cette crise. Donc, c'est le procès du droit international. Ce qu'on appelle droit international aujourd'hui, c'est de la sorcellerie, c'est de la sauvagerie. Nous sommes dans un monde de non-droit. Si on est une communauté humaine, il faut qu'on pense qu'à faire en ce 21e siècle. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que le monde ne sait pas encore avoir un sens si on continue à tolérer
que des pays comme l'Angleterre, la France, les États-Unis continuent, entre guillemets, à se présenter comme la conscience de l'humanité, comme les forces qui dominent l'humanité. Pas du tout. Le destin du monde aujourd'hui suppose qu'il faut renverser immédiatement l'hégémonie de ces puissances-là. Il n'y a pas longtemps là, il a demandé des excuses. Hein. Il dit que non, vraiment, pour la guerre en Irak, les renseignements l'avaient trompé. Vous vous rendez compte? Mais c'est une injure. On insulte le monde entier. Il a dit réellement. Il dit que non, les renseignements l'avaient trompé. C'est terrible, c'est ce qu'il a dit. Alors, pour conforter ce qu'on dit, nous ne racontons pas les histoires. Mon ami Stéphane Jamel a convoqué l'antériorité de la crise de 2000. On dit que c'est à cause de ça. Et du coup, M. Chirac, malgré les accords qu'il y a la Côte d'Ivoire, la France, a immédiatement bombardé les hélicoptères de l'armée ivoirienne. Atteint en un temps record. Jusqu'à aujourd'hui, cette affaire de 9 soldats, c'est ce secret défense. Mais Gbagbo n'est plus président. Qu'est-ce qui empêche qu'on ouvre le dossier? Parce qu'on sait très bien que la vérité finira par sortir. Ce sont des faits qu'il faut rappeler aux Africains. Mon cher ami, Gbagbo il devait finir avec cette réunion comme l'ONU, a des devoirs vis-à-vis de ses membres. C'est une charte de droits et de devoirs qui lie les membres de l'organisation. Et on l'a appelé tout à l'heure la charte de l'ONU. L'ONU avait l'obligation de défendre la Côte d'Ivoire, puisque ce sont les éléments de sa charte. Quand un pays membre de l'ONU est attaqué, l'ONU a le devoir de voler au secours de cet État. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas ivoirien? Qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Mais vous pensez qu'on va aller de report en report, comme le dit Caroline Gombabsek, parce qu'elle pense qu'on va aller de report en report, on ne peut pas libérer Laurent Gbagbo ni Charles Blé Goudé maintenant, on va attendre par exemple que le mandat d'Alassane Dramane Ouattara se termine, ce prochain mandat se termine du côté de la Côte d'Ivoire, avant de penser à une éventuelle libération de ces deux personnalités. Tout ce que vous dit est vrai. Moi, tout à l'heure, je disais, moi je serais heureux qu'on libère Gbagbo, mais je ne suis pas naïf. Je ne suis pas naïf. Ces gens, je les vois mal envisager la libération de M. Laurent Gbagbo. Sauf si, comme on dit, la puissance de Dieu descend. Oui, sauf miracle divin. Ces gens, je les vois mal en train de libérer Laurent Gbagbo. Parce qu'il faut savoir qui il représente. Ces gens-là sont la traduction juridique du satanisme de ceux qui, entre guillemets, ce sont les puissants de ce monde. Je tiens à vous demander de l'élection à l'hôtel du Golfe. Siège électoral de M. Ouattara. Dans quel monde sommes-nous? On parle de quoi là? Donc, on est là en face du banditisme juridique, de la criminalité juridique, et il faut que nous, les Africains, on tire les conséquences en inventant de nouvelles stratégies géopolitiques pour défendre la dignité de l'Afrique et protéger les Africains. D'accord. On reprend au téléphone avec Yao qui nous appelle de là. Oh, depuis la France, bonsoir. Alors, si Yao n'est pas présent, on va prendre un autre appelant. Bonsoir, monsieur ou madame, bienvenue dans cette édition. Monsieur le Président, je voulais étudier ces accords-là. Mais ça dépend, ça voit l'impossibilité, la paresse intellectuelle de nos dirigeants africains et une partie de nos classes intellectuelles. Nous demandons à Afrique Média de mener encore un grand débat. Aider à comprendre que nous avons autre chose sur la tête des Africains, c'est mon pays. Comment nous avons quelque chose encore plus grave encore sur le continent, au-delà de la pays, au-delà de tous ces accords, c'est que comment que nos dirigeants qui n'ont plus la fierté. Et c'est pour ça que nous demandons aux Africains de prendre leurs responsabilités. Il faut que nous nous organisions, il faut que les Africains s'organisent, le peuple africain, à nous organiser, à nous débarrasser de chefs d'État qui n'ont plus de dignité. C'est une honte. Et je suis content de voir ce qui se passe en ce moment à La Haye. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Devant les Africains, on ne peut plus continuer comme ça. Ce débat, si au hasard, ça va nous mener encore à mener un combat. On a lessivé leur cerveau, on a écrasé l'histoire qu'ils avaient dans leur tête. Je ne sais pas ce qui se passe. Mon Dieu, il faut qu'on se lève. Je pense que la nouvelle génération africaine doit se lever comme un seul nom pour mettre un terme à cette histoire et les mettre tous en retraite. Parce que trop, c'est trop. On ne peut plus tenir. Chaque fois, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est
modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir. Jamais modifier la constitution pour se mettre ensemble et changer l'Afrique. Non, il faut qu'on arrête. D'accord, il faut qu'on arrête. On va retourner du côté du Tchad avec M. Mbete Félix qui, tout à l'heure, on nous annonce que le Tchad, décidément, il y a véritablement des problèmes avec le Tchad. Donc nous allons sortir de ce sujet peu à peu. Nous redonnons la parole au pasteur Paul Pondy en quelques minutes seulement, parce que nous allons entrer dans le prochain sujet. Oui, Monsieur Tony Michael, merci, parce que là, nous interpellons souvent la conscience africaine, les jeunes, surtout, à bien créer la planète Terre. Parce que je dis souvent aux hommes, si les Blancs, comme certains par ignorance disent que la Bible c'est la parole des Blancs qu'ils ont amenée, non, si c'était la parole des Blancs, ils auraient mis là-dedans un verset qui stipulait que le blanc est supérieur du noir, la race blanche est supérieure de la race noire. Ils devaient dire ce qu'ils essayent d'implémenter partout en Afrique. Ils démontrent à suffisance aux Africains qu'ils sont supérieurs. Or que c'est archi faux. Nous le dénonçons, nous le disons véritablement, c'est archi faux. Le blanc n'est pas supérieur au noir. Regardez ce qui se passe, ces puissances impérialistes. Un homme comme Obama, des principes de vie établis par le Dieu incréé. En France, tout de suite après, on a parlé du mariage pour tous. Où sommes-nous? Voilà les gens qui veulent diriger le monde, qui sont en contradiction avec le Dieu incréé, qui a planifié les choses. Quel est l'homme qui, par rapport nul et dans l'arbitraire, c'est ce qui nous pose comme modèle de vie. C'est pour ça que nous apprécions les hommes comme le président Biya. Il est allé au perron de l'Élysée une fois, on lui a posé ce problème, il a dit, mais c'est pas possible, cette affaire-là n'existe pas. J'ai trouvé que mon peuple, parce qu'on voulait, comment on appelle, France 24, ça dit qu'ils affirment à haute intelligible voix, en mondovision, que ce qui est contre nature est vrai. Mais où sommes-nous? On va où avec ça? Voilà, c'est l'arbitraire. Dans tout ce qui se passe dans le monde, c'est l'arbitraire. Le procès Barbeau, je vous dis, c'est la sorcellerie. Il est hors de question, comme disaient tous les intervenants avant moi, que dans un procès, il y a deux accusés. Compaoré se balade après avoir tué Sankara. Il semble même qu'il aura un dîner royal donné par le roi du Maroc. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Où allons-nous? On va construire quoi? Quand on parle de l'émergence africaine, que les hommes comme les Sankara ont pensé longtemps avant, 28 ans aujourd'hui qu'ils soient morts, que les autres parlent maintenant de l'émergence en 2000, ceci en 2000. Non, les Sankara ont pensé ça. Donc il y a les Africains qui pensent. Côte d'Ivoire, Abidjan, mais ce Ouattara, c'est un monteur. Ouattara sont des monteurs. Nous vivons en Côte d'Ivoire, nous voyons la chose qui se passe ici. Ils sont en train de monter à la haine. Bago n'a rien fait. Nous disons que Bago n'a rien fait. Bago c'est un Ivoirien propre. C'est putain de Ouattara, nous ne savons pas d'où ils sont, ou d'où ils gouvernent le pays. Et les Ivoiriens sont en chômage, tout dans le pouvoir de la Côte d'Ivoire. Ils n'aiment pas Ivoiriens, c'est un Burkinabé, ils nous emmènent dans le pays. Ils nous emmènent, nous sommes fatigués de lui. Très fatigués. Nous sommes fatigués de lui. C'est une gouvernance, nous sommes fatigués de ce Ouattara qui quitte le pouvoir. Ils nous emmènent, ils n'aiment pas Ivoiriens. C'est un petit de Ouattara, ils nous emmènent. Ils nous emmènent. Nous ne pouvons même pas le voir en Côte d'Ivoire. D'accord. Il vous emmerde de toutes les manières. Dans cette édition, vous votez et vous contribuez. Africa. Ouais, je voulais intervenir. Nous vous écoutons, monsieur. Bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Allô? J'appelle de la Côte d'Ivoire. Je dis que cette communauté internationale, elle est diable. Quand on a vu à l'Hôtel d'Ivoire, en pleine journée, l'ONU et la LICOM tuaient les Ivoiriens. Nous savions déjà où on allait. Quand on a vu que l'armée ivoirienne devait libérer Poitiers, libérer la Côte d'Ivoire, et la France a fait un truc comme dans vous allez les voir. Vous vous étonnez quand vous voyez que les jeunes Français s'en vont chez les Arabes pour tuer les gens. Ce n'est pas cadeau. C'est parce que la France est née dans la guerre. Qu'est-ce que le fils de Sarkozy sera demain? Il va tuer. Il sera rebelle. Il sera djihadiste. Là, dans le noir, ils l'ont perdu. C'est pourquoi ils sont allés tuer
certainement eux-mêmes, puisque Ouattara n'avait pas, son armée ne pouvait pas. Son armée ne pouvait rien. C'est pourquoi c'est l'ONU et la LICOM sont allés, l'armée française sont allés enlever Gbagbo. Mais c'est leur fin. Toute chose a un début, qui a un début à une fin. Tony Michael, oui, je vote pour tous les présidents. Je vote pour Obiangema Bazogo. Je vote pour Idriss Déby. Et je salue tout le panel au grand complet. Tony Michael, il faut dire que ce procès-là n'est pas un procès. C'est le combat entre Jésus et Satan. De rentrer dans la France-Afrique, il a refusé. Et c'est à cause de cela, ils se sont mis ensemble. Et quand Ouattara est un buveur de sang, ils ont décidé véritablement de l'enlever à tout prix. L'ONU, la France, a tué les Ivoiriens. Nous savons. Mais nous savons que notre Dieu est le véritable. Et nous savons que Gbagbo sortira avec Bleu Boudé. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Mais c'est là qu'ils verront la puissance de Dieu. Ils n'ont qu'à demander à Poncé. Poncé a dit, si vous voulez voir Dieu, allez en Côte d'Ivoire. Allez en Côte d'Ivoire. Sur ce plateau pendant le procès à partir de lundi prochain, de toutes les manières. Mais nous restons en Côte d'Ivoire avec notre appelant. Bonjour monsieur ou madame et bienvenue dans cette édition. Vous votez et vous contribuez. Nous vous écoutons monsieur ou madame. Pour symboliquement, comme d'habitude, pour le président Gbagbo et pour le président Robert Mugabe. Je voudrais dire bonjour aux indépendantistes africains et bonjour aux utilisateurs du Fonds des colonies françaises d'Afrique, monnaie qui permet de maintenir mon peuple et ses pseudo-dirigeants en esclavage. Je voudrais juste rappeler, parce que beaucoup sont surpris, placer les gouverneurs blancs par les gouverneurs noirs. Par exemple, pour Mesmer, après on a placé Aïdjo Mbida, je crois ensuite Aïdjo. Je voudrais donc pour les gouverneurs noirs, ils disent aussi, parlant de la monnaie, donnez-moi le contrôle sur la monnaie d'une nation et je n'aurai pas à me soucier de ceux qui font ces lois. Regardez les chefs d'État, ils sont là, on est en train d'attraper l'un des... Ils iront à la CPI, ils vont se mettre à pleurer. Au lieu de sortir de façon à avoir quand même un minimum d'autorité, vraiment c'est le minimum. J'ai vraiment dit que non, ce n'est pas possible. Parce qu'après Gbagbo, ça va être notre tour. Mais non, ils sont là à l'aise, ils sont tranquilles, ils continuent à avoir de l'argent, etc. Je dis c'est vraiment dommage. Je voudrais quand même rappeler, parce que beaucoup aiment nous parler de torture, et que c'est Dieu pour les Africains, puis ça choque quand même que des hommes intellectuels puissent nous vendre ça à la télé. Vraiment éviter, sinon on risque de dire parfois des choses qui risquent de blesser les uns et les autres. Donc, nous ne perdons jamais de vue que ces religions nous ont été imposées par le viol, la torture, les massacres en grande quantité. Donc, quand même, évitons cela. Ceci pour dire que, comme Banakani, je pense que le président Gbagbo, quand même qu'on soit un peu... qu'on reste un peu sérieux en se disant que ces gens-là ne sont pas là pour la justice. Alors, si Gbagbo est là-bas, c'est qu'ils ont une mission, soit de l'éliminer physiquement parce qu'ils peuvent le garder jusqu'à 90 ans et il meurt, soit de tout faire pour l'empêcher de retourner en Côte d'Ivoire. Donc, restons avec cet esprit-là et surtout, nous devons tout faire pour quitter le plan des colonies, que ces gens arrivent. Mais depuis qu'ils sont là, on a du mal à s'en sortir. J'ai dit, pas une semaine ne passe sans qu'on ait un attentat meurtrier et dans des endroits stratégiques. Donc vraiment, nous ne pouvons pas faire confiance aux dirigeants qui utilisent le plan des colonies françaises d'Afrique. Peut-être les autres, mais ceux-là vraiment, faisons comme s'ils n'existent pas, parce que pour eux, ils vont ignorer cela. Comme ils ont ignoré l'élection, ils ont tout fait, ils ont ignoré ce qui s'est passé pour Kadhafi, et ils sont là à l'aise dans leur salon, la communauté dite internationale. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup à vous aussi de nous avoir appelés. On va rester au téléphone avec un autre Ivoirien. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Vous votez et vous contribuez. Bonjour. Allô? Allô, monsieur ou madame, nous vous écoutons depuis Montréal. Oui, bonsoir, monsieur ou madame, bienvenue dans cette édition. Vous votez, vous contribuez. Allô, bonsoir. Oui, allô.
bonsoir, monsieur. Véritable souci avec les appelants. Aujourd'hui, on va tout simplement aller du côté de N'Djamena, une fois de plus pour prendre M. Mbete Félix, qui est déjà positionné. On nous annonce que la connexion est très bien établie avec N'Djamena cette fois-ci. Alors, M. Mbete Félix, nous vous écoutons sur ce sujet. C'est toujours plaisir renouvelé d'être sur le plateau de panafricanisme et comme j'ai écouté la plupart des intervenants, pour nous Africains, c'est pas un honneur de voir Gbagbo à La Haye avec Blé Goudé. C'est vrai que l'Afrique aimerait voir ses fils jugés en Afrique, comme ce fut le cas au Sénégal avec l'ex-dictateur Abré à La Haye, et donc nous allons le suivre. Et comme l'avocat de Gbagbo lui-même l'a dit, il se prépare sereinement comme un boxeur. Et là, moi, j'en suis fier. Et on attend que Gbagbo nous dise qu'il est effectivement non coupable, comme il a déclaré avec Blé Goudé. Parce qu'il faut le dire, on accuse Gbagbo, le clan Ouattara, de 3000 morts sur le tapis. Il y en a qui affichent le chiffre de 7000 morts ou de 16 000 morts. Alors, je suis sûr que ceux qui disent que Gbagbo est innocent, ça, j'ai des soupçons. Il doit assumer sa part de responsabilité, mais qu'on ne lui jette pas tout le tort, parce que il est vrai, il faut s'attendre à ce que le clan Ouattara, le clan Guillaume, également passe à la barre. La justice soit dite. Mais pour le faire, ça ne sert à rien de crier, comme dit Welen Shoenka. On ne peut pas chanter notre négritude. Nous devons plutôt être des tigres. Et la tigritude, ça va vouloir qu'en Côte d'Ivoire, qu'il y ait un changement de pouvoir. Parce que, vous savez, la politique, ce n'est pas le royaume des bons sentiments. Ce n'est non plus les ruses ou les moyens, mais c'est la force. Il va falloir qu'un jour, il y ait la force de Ouattara et Guillaume n'ont pas leur part de responsabilité. Oui, il faut que justice soit faite. Et pour cela, eh bien, nous allons... Malheureusement, ça dure 4 ans. Je trouve que c'est long. Mais je crois, comme certains le disent, si Gbagbo est innocent, il sortira libre. Et donc, je suis patient. Et comme il se prépare comme un boxeur, 10 ans, il va nous mettre sur la table certaines vérités qui vont nous édifier pour la croissance de l'Afrique, pour la jeune génération. Voilà un peu mon avis. Et donc, comme je le dis, dépassionnons le débat, soyons sérieux et que la vérité jaillisse. Merci. Serein et que la vérité jaillisse. Il y a une téléspectatrice qui dit qu'il faudrait que la défense appelle Ouattara et Soro à la barre. Je ne donnerai pas le nom parce que j'évite. On protège aussi nos téléspectateurs qui résident en Côte d'Ivoire actuellement. Alors, on va sortir de ce sujet en donnant la parole à deux personnes, principalement M. Célestin N'Djamena et puis le président Bandakani qui voudrait ajouter quelque chose, certainement. Alors, on vous donne la parole, Célestin N'Djamena. Je voulais d'abord saluer le brillant exposé de mon ami Simo, qui parle du syndicat des chefs d'État. Voilà, on signe le pacte de la CPI, qui est le socle justificatif de la présence, entre autres, de M. Gbagbo, l'interpellation de M. Jean-Pierre Bemba, ou Guinté, etc., à la CPI. Donc il est important aujourd'hui, sans vouloir reprendre l'expression de Simon qui parle de lessivage du cerveau de certains Africains, il est important aujourd'hui qu'à travers Afrique, ensemble, chorus, pour dire qu'il y en a marre. Nous ne voulons plus être les nègres de service. Je crois que ça créera un électrochoc en Afrique. Tout à l'heure, c'est Stéphane qui parlait de la légitime défense. Quand l'État français prend l'état d'urgence, les mesures d'état d'urgence, quand on parle de déchéance du droit de la nationalité française, c'est une légitime défense parce que la France se sent agressée par cette de défense à son pays. Et c'est là-bas qu'on s'était rendu compte que depuis pratiquement 50 ans, Houphouët-Boigny n'avait constitué aucune armée. La Côte d'Ivoire n'avait pas d'armée. Et justement, le forfait de M. Soro et M. Ouattara ont permis de découvrir que la Côte d'Ivoire n'avait pas d'armée. M. Gbagbo était agressé. Pendant 10 ans, il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire. Et c'est M. Gbagbo qui nomme un rebelle, M. Soro, Premier ministre. Ouattara. On a oublié tout ça. Mais c'est Gbagbo qui est assailli, qui est déporté, qui est kidnappé, qui est enlevé et qui est jugé par les Européens en Europe. Dans un pays tristement célèbre pour son racisme, les Pays-Bas. Donc il est important de dire aujourd'hui aux Africains qu'on ne peut plus l'accepter. Tous ces cryptos, tous ces pseudos, les néo-fingons, c'est ça notre problème. L'Afrique est infestée de frères cette chaîne pour dire aux Africains, soulevez-vous. Le droit insurrectionnel est l'ultime droit de l'homme qui est dos au mur. Donc on va dire que si se prétend élu, donc ça veut dire que vous avez le mandat du peuple. Vous avez l'obligation, je pèse mes mots, l'obligation de rendre compte. Si vous voulez vous maintenir à ces pays, alors nous, on mettra la pression sur vous.
Ce machin qu'on appelle l'Union africaine, qui est une émanation de la fausse sceptique, qu'on se rend compte de son odeur. Donc, maintenant nous connaissons la CPI. On sait que c'est un machin qui a été mis en place pour dépecer, phagocyter l'Afrique. Nous sommes contre ce colonialisme judiciaire. Le colonialisme politique, économique a eu lieu et ça continue. Nous avons aujourd'hui droit à un colonialisme judiciaire. Nous disons non à cela. Et les peuples sont prêts à mourir pour ça. Je suis le premier candidat. Il faut arrêter avec ça. C'est Blé Goudé qui le disait. Et Blé Goudé, justement. Voilà aussi, on appelait le ministre Larue, c'est tout à fait vrai, parce qu'en fait, on gouverne pas les arbres, on gouverne les peuples, les gens qui vivent tous les jours. Donc Blé Goudé a tout à fait raison de dire aux Africains, c'est à nous de prendre nos destins. Les chefs d'État qui ont cette onction du peuple devraient jouer ce rôle, mais ils ne jouent pas ce rôle. D'accord. Donc c'est à nous de jouer ce rôle. Rapidement, il y a j'ai un profond respect pour mon ami BT du côté du Tchad là-bas. Mais lorsqu'on convoque les concepts du genre, ou bien les clichés, du genre, il faut cesser de crier, il faut se saisir de la proie, ça c'est voler sur une cas, la tigritude. Mais il ne faut pas qu'on compose ça en l'air. C'est parce que nous, il n'est pas innocent, il faut démontrer qu'il n'est pas innocent. Il ne s'agit pas de faire de l'équilibrisme. Il y a des faits historiques qu'on ne peut pas tronquer, sauf si on refuse de lire l'histoire de la Côte d'Ivoire. De quoi est-ce qu'on parle? Il y a un général qu'on appelle Poncet. Ce n'est pas un gars, ce n'est pas un monsieur qui parle à l'Afrique média. Ce n'est pas un Africain, c'est un général français. Il avait pour mission d'aller arrêter Gbagbo. Il a dit que bon, si vous voulez savoir pourquoi je ne l'ai pas arrêté, allez en Côte d'Ivoire, vous verrez Dieu. C'est écrit, c'est consigné dans les procès-verbaux de l'armée française. C'est écrit. Ce n'est pas des histoires qu'on raconte. C'est écrit. Et pendant ce temps, la France a tiré directement sur combien d'Ivoiriens? Sur le combien d'Ivoiriens ils ont tué, ils ont tiré devant le monde entier. À l'époque, le seul président africain qui était offusqué, c'était l'ancien président Thabo. Les habitants qui y habitent de leur humanité, on a effacé les institutions. Il faut savoir raisonner logiquement. Ce sont des faits. Alors, tout à l'heure, je t'ai dit que le procès Gbagbo impose certaines tâches historiques aux Africains. C'est clair. Il faut liquider l'hégémonie occidentale sur le monde et par conséquent sur l'Afrique. Je répète, c'est la tâche historique. Donc, il faut pas compter sur les Africains. Pourquoi? C'était les chefs d'État africains de l'heure. Nous ne leur commandons pas le permis historique d'assumer notre mission. C'est ce qu'ont fait les Oumyobé hier. C'est ce qu'ont fait ceux qui ont commencé avant nous. Depuis l'esclavage, 1516, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas demandé l'autorisation. Ils n'ont pas passé le temps de débattre avec les soi-disant Fingon. Ils ont pris leur responsabilité et ils ont écrit les livres de nous détruire. Donc, je termine par ceci. Nous disons ceci. Le panafricanisme est un wagon. C'est un wagon qui a à sa tête les Africains de la nouvelle génération actuellement conscients et responsables. Mais c'est un train qui est dirigé par un wagon. Dans ce train, tout le monde entre. Y compris entre guillemets les Fingons, dont parle Sébastien Djamel. Mais la différence c'est quoi? C'est que ces Fingons-là, en passant par le Toussaint Louverture, en passant par le Marcus Garvey, tous ces gens qui ont écrit notre dignité en lettres d'or, ils nous ont laissé un tableau de bord qui fait que jamais et jamais, nous ne nous tromperons jamais sur la destination. Les Fingons vont entrer dans le train, mais jamais nous nous tromperons sur la destination. D'accord. Nos parents sont morts par Magloire Yondo depuis Addis Abeba. Nous revenons sur ce plateau pour parler de la présidence de l'Union africaine. L'Afrique peut-elle se développer par elle-même? L'Afrique a-t-elle les ressources essentielles pour créer les industries, d'où la création des emplois? Voilà quelques sérieuses et urgentes questions évoquées dans la 28e session ordinaire du Conseil. La préservation de la paix s'impose. Mais comment parler de paix et sécurité en Afrique sans une sociopolitique effective dans les États africains pour la plupart? Certes, les inégalités, source majeure des conflits, constituent très souvent des bombes à retardement. Nous sommes en train de vivre un phénomène de guerre qui n'est pas très différent de ce qu'on a expérimenté au Rwanda. Parce que la façon de tout vu pendant le génocide rwandais, c'est une attitude de ne pas avoir de repère moral et qui permet aux gens de transformer ça dans un job, dans un travail. Et donc si nous ne faisons pas gaffe et si nous ne attaquons pas au problème de la gestion de la diversité, on va payer un prix très élevé pour cela. C'est au bout du compte des conflits internes qui prêtent le flanc aux forces exogènes, facilitant ainsi des acquis. En parler sans détour facilite une perspective certaine au sein des États africains, majorité dans ce cas de figure.
Pourtant, créer les industries, développer ainsi les affaires et l'emploi des jeunes et moins jeunes est plus qu'une simple solution théorique. Parce que quand on parle de transformation, on parle de création d'emplois. Et quand on parle de création d'emplois, on va parler nécessairement du savoir-faire. Il faut qu'on transforme nos industries. Et donc, je veux dire, à différents échelons, les gens ont plus de boulot, ils ont du travail, on crée les emplois. Et donc, ça va nécessairement adresser cette histoire d'inégalité. On parle d'inégalité aujourd'hui parce qu'on est en train d'exporter les matières premières. Et quand on exporte les matières premières, on n'a pas besoin de temps. Sources naturelles, financières, humaines qui manquent, mais une réelle volonté politique, tant au plan national, sous-régional et continental. Ici au sein de l'Union africaine, depuis Addis Abeba, Léopold Magloire Yando, Yannick Son, Nicolas Kambi pour Afrique Média, la chaîne panafricaine. D'accord, merci beaucoup à vous, Magloire Yando, Yannick Son, Elie Kambi, notre équipe sur place. Mais aussi l'actualité qui est en vue dans ce 26e sommet de l'Union africaine, c'est que le président Idriss Déby Itno risque d'être le prochain président en exercice de l'Union africaine. On ne sait pas ce que ça inspire à tous les panélistes sur le plateau. On parlera un peu de ça lorsque nous sommes en train de parler du procès militaire. Est-ce que ça aidera aussi favorablement à trouver un véritable dénouement pour ce procès Laurent Gbagbo actuellement du côté de la haine? En réalité, pour moi, le président Idriss Déby, s'il est élu président de l'Union africaine, je suis convaincu que quelque chose peut changer. Mais au-delà, 60 ans ou 50 ans de l'existence de cette histoire, parce qu'on n'a eu que désolation et désordre et guerre dans toute l'Afrique. Donc pour moi, ça n'a pas de sens, ça n'a aucune raison d'être. Il fallait même dissoudre ce machin-là. Mais cependant, je dis encore une fois, connaissant la verve, la manière dont le président Idriss Déby parle aux autres, je pense que lui peut amener quelque chose. Malheureusement, le quelque chose est plombé par le fait que ça, c'est le drame. Je ne peux pas comprendre comment vous avez une locomotive qui ne fonctionne pas et vous allumez sur votre locomotive je sais pas comment vous pouvez appeler ça. C'est-à-dire vous avez une locomotive devant, vous avez des trains derrière qui ne fonctionnent pas. C'est dommage parce que l'Afrique est la locomotive. Je ne sais pas comment ils peuvent se mettre avec des Occidentaux qui n'ont rien pour les entraîner. C'est pas on a vécu et on le vit jusqu'aujourd'hui. Parce que, je dis encore une fois, les relations qu'on a avec l'Occident, c'est les relations de dépendance qui ne nous profitent pas du tout. Au contraire, nous enfonçons dans la misère totale. L'Afrique est le continent qui a beaucoup de possibilités. Mais malheureusement, on a à la tête des pantins, des sous-préfets qui ne répondent qu'à l'accident. Il est temps qu'on change. On a tout fait pour les éliminer. Oumyobel a fait, les autres l'ont préparé. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Parce que nous, on n'avait pas les professeurs en ce temps de les soutenir. Mais aujourd'hui, on est au 21e siècle. Qu'on le veuille ou pas, l'Afrique doit changer. Et nous sommes prêts à mourir pour cette histoire. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, je me considère comme mort. Ça fait 40 ans que je suis dans cette bataille qui doit faire en sorte que l'Afrique émerge. D'accord. Alors, il y a un autre téléspectateur qui nous écrit en nous disant que nous devons laisser une Afrique libre pour nos enfants. Alors, levons-nous contre l'injustice et l'impérialisme pour reprendre notre continent. Et il ajoute que l'Union africaine doit respecter les résolutions prises envers les peuples d'Afrique ainsi que ceux de Robert Mugabe. Est-ce que vous pensez qu'avec la forme de l'Union africaine que nous avons actuellement, dans les 50 années qui viennent, eu égard à tous les enjeux que nous ont présentés les activités de l'Union africaine actuellement, on pourra véritablement avoir une Union africaine plus crédible aux yeux des Africains? De toute façon, les 50 années qui arrivent, qu'on le veuille ou pas, l'Afrique est obligée de changer. L'Afrique est obligée d'amorcer avec toutes les conférences, avec toutes les rencontres internationales, avec toutes les réunions qui ont eu lieu ici dans cette ville sur presque tous les sujets qui ont été abordés. Jamais, je pense, le Tchad n'a aussi accueilli autant de rencontres internationales, autant de sommets sur plusieurs thématiques justement allant dans ce sens-là, qu'il s'agisse des questions de sécurité, la scène, que ce soit la scène immédiate, régionale, mais sous-régionale, mais même un peu partout. N'oubliez pas également que le Tchad a même été sollicité, n'est-ce pas,
au niveau des Nations Unies. Nous avons assuré la présidence également, n'est-ce pas, au niveau du Conseil de sécurité, etc. Donc, disons qu'aujourd'hui, les thématiques qui sont les thématiques de l'Afrique de demain ne fera que s'inscrire dans cette logique-là. Et je pense que, très, très humblement, le grand défi, le premier défi qu'il faille relever, ce sera le défi de l'unité. Ça, je l'ai dit, il faut vraiment que l'Union africaine soit vraiment unie. C'est le premier défi. Une fois que l'Union africaine est unie, il faut que l'Union africaine de la nouvelle génération, avec cette nouvelle génération qui monte également, que les mentalités changent. Parce que le problème de l'Afrique, comme je dis souvent, c'est une question de mentalité. On l'a dit déjà par rapport également au procès de Gbagbo. Hein. On ne va pas revenir sur ça, on aura l'occasion d'en revenir. Mais je pense que là aussi, cette réunion qui s'ouvre demain, s'ouvre dans un contexte particulier où il y a quand même un événement comme celui qui s'est passé déjà, même si c'est que les 3 dernières années, il y a quelque chose qui va changer. Et ça, j'en suis convaincu. D'accord, d'aucuns estiment que sur le plan sécurité, au moins, il aura la véritable main mise sur ce qui va se passer sur le continent africain en termes de résolution des conflits. On va rester au Tchad avec M. B.T. Félix. Alors, les enjeux, au-delà des enjeux présentés par ce 26e sommet de l'Union africaine, quelles sont les mesures urgentes ou alors les... Michael, il est vrai pour tout Tchadien, s'il arrive que les pairs désignent le président Idriss Déby comme président en exil de l'Union africaine, pour tout Tchadien, ce serait un sujet de fierté et un grand honneur qui est fait à notre pays. Et on verra le leadership de chef de l'État tchadien encore élevé davantage. Et en plus de ce que vient de dire le professeur Sita, en plus du défi de l'unité, ça va être le défi sécuritaire, dont le président Déby semble le mieux à Burundi. Il va falloir décider, avant qu'on vienne chercher Kourouziza pour la haie, il va falloir lui demander d'arrêter cette boîte de Pandore qui est en train d'être ouverte et qui risque de mal tourner. On pense même que ça risque de ressembler à des génocides, à l'exemple de Rwanda. Et je crois qu'à ce niveau, le président Déby et les autres pairs, ils vont prendre une décision rapidement pour contenir cette menace, que ce serait certainement pas un parti de plaisir. Mais les boys tchadiens sont bien préparés et avec l'Afrique, ils ne vont pas le faire seuls. Et pour moi, je vois les 2 premiers défis, le Burundi, la crise libyenne, et ensuite le travail des jeunes. Je crois que la jeunesse tchadienne et la jeunesse africaine en général, il y a le chômage qui est là, il est vrai. Et la pauvreté qui permet aux serpents, Boko Haram, aux serpents État islamique, de pénétrer dans la masse et de créer tous ces aridons. Une fois qu'on aura serré le verrou sécuritaire, il faut avoir amorcé le développement. Il faut créer le travail. Il faut donner aux jeunes africains du travail. Pour qu'ils ne se fassent pas, on aura beau parler, nous ne serons pas des hommes libres et dignes. Voilà ce que j'ai ajouté. Voilà, c'est aussi à se demander si les autorités burundaises vont céder finalement pour qu'on puisse envoyer des troupes de l'Union africaine de ce côté-là pour résoudre cette crise qui perdure dans ce pays-là. Alors, Dr Fumba, dans ce chapitre, les enjeux du sommet, eh bien, le dossier de presse relève que l'Afrique devra se pencher... Permettez-moi de faire un petit saut sur le dernier sujet rapidement et puis connecter ça avec ce que... En quelques secondes. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Merci. Je dis ceci. Tout à l'heure, nous parlions du président Gbagbo et du procès et autres. Moi, je pense que le kidnapping du président Gbagbo par les forces spéciales françaises et sa déportation à La Haye n'a pas seulement des aspects négatifs, à mon avis. Il dit, nous irons jusqu'au bout. Il a parlé de la démocratie, il a parlé de beaucoup de choses. Alors, je dis ceci, que ce n'est pas seulement négatif, tout simplement parce que depuis sa déportation, nous avons remarqué un éveil dans le monde africain, à l'intérieur comme à l'extérieur. Dernièrement, il y a le ministre, je m'excuse de son nom, il est au Ghana, qui a fait un travail merveilleux en relevant l'ensemble, qui ont déjà fait des travaux, produit des films, des livres, des écrits sur le président Gbagbo et sur le conflit, en partant des réfugiés qui sont au Ghana, en parlant des Ivoiriens à l'intérieur, en parlant des Africains de la diaspora et en parlant de ceux de l'international. En citant qu'est-ce qu'ils ont produit. Ils ne pouvaient pas faire tout le récapitulatif. Mais cela montre tout simplement qu'il y a des autres. Qu'est-ce que tel pense le président Gbagbo et ses ennemis surtout. D'accord. Maintenant, venons à l'Union africaine. Vous dites ici que quand je regarde, on parle de l'aspect sécuritaire. Le président Déby, oui, c'est vrai, c'est un monsieur très engagé, autre. Mais croyez-moi, je ne crois pas à l'Union africaine. Pour être honnête avec vous, je ne crois pas à l'Union africaine.
depuis qu'on a... Ce sigle-là et donner un autre nom à cette organisation. Justement, il ne faut pas copier. La copie, plate là, le président Gbagbo dit toujours que la copie ne peut pas ressembler à l'original. Jamais. Les Africains doivent penser par eux-mêmes quel est le type d'organisation qu'il nous faut. Ce n'est pas les noms, mais c'est le contenu. C'est ce qu'on met dans l'organisation. C'est ce qu'on met dans le paquet. C'est comme quand vous partez en Afrique, quand on n'a pas de moyens, quand le Tchad lui-même dépend dans son budget de l'extérieur, pensez-vous que si nous ne mettons pas les mains dans nos propres poches, nous pouvons apporter, nous pouvons combattre? Non. Le président Déby a démontré que sur le plan militaire, il vaut ce qu'il vaut. On l'a vu en Centrafrique, on l'a vu avec Boko Haram, au Cameroun, au Niger, au Nigeria. On l'a vu un peu partout où il est passé. Donc, pour ça, il n'y a pas de doute. Sur le courage, sur la détermination, on l'a vu au Mali, du président Déby. On l'a vu avec ses interventions sur le franc CFA. Mais est-ce que l'intervention, le bon parler, l'engagement militaire suffit pour sortir, pour apporter la sécurité en Afrique lorsque les États africains ne mettent pas la main dans... Et de ces pays occidentaux là, sur l'autonomisation de l'Afrique. Oui, c'est vrai que j'exagère parfois quand je parle. Je mets toujours trop, j'exagère très souvent. D'accord. Bon, non, je ne veux pas dire qu'il n'a rien fait. Il a fait quelque chose. Puisqu'on va au pas de course, on va aussi donner la parole aux autres pour que chacun puisse intervenir. Mais nous prenons d'abord les appelants. On prend 2 appels, ce sont les derniers appels de cette émission. Bonsoir, madame ou monsieur, bienvenue dans ce sommet. Bonsoir, frère communiste. Bonsoir, frère africain. Institution forte. Moi, je préfère d'un fort comme M. Robert Mugabe qui a tenu tête devant la CPI. Une autre institution forte pour l'Afrique. Institution forte. Ma sincère douloureuse avec les familles des victimes du Cameroun et du Nigeria. Écoutez, que ce soit Déby ou autre, il y a autre chose, il y a des questions très importantes à débattre. Ce n'est ni des institutions, ni des je ne sais pas quoi encore. Mais l'Afrique a besoin d'hommes forts. C'est ça le problème, mes sœurs. Si pas parti ou d'autres autres, écoutez, je préfère des hommes forts. Je milite pour Idriss Déby, franchement. Mais je préfère des hommes forts au pluriel. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va rester au téléphone avec M. Tonga du Camer. Vous avez 1 minute pour vous exprimer, M. Tonga. Vous votez d'abord et puis vous contribuez. D'accord. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous, surtout à tous les panélistes. Je vais se battre pour libérer nos ports que M. Bolloré a complètement phagocytés. Maintenant, pour revenir à l'Union africaine, je dirais tout simplement que la principale mission de l'Union africaine doit être la sécurité des Africains, parce que le premier droit de l'homme, c'est d'abord sa sécurité. Et donc, il faut qu'on arrête qu'avec les Occidentaux. Maintenant, que peut donc faire l'Union africaine concrètement? Au Burundi, je souhaiterais que l'Union africaine s'impose et conseille Nkurunziza. Enfin, il faut trouver une alternative. Il ne faut pas que l'ONU arrive au Burundi, parce que je ne veux plus voir nos enfants, nos soeurs violées, comme ces mercenaires là viennent faire tous les ans. Quant à la Côte d'Ivoire, il y a eu le président africain de se lever, de dire clairement à l'Occident, arrêtez cette mascarade, libérez ce président, nous allons traiter ce problème localement. Mais si l'Union africaine n'est pas écoutée, c'est très très simple. On peut lancer un mandat d'arrêt contre un monsieur comme Sarkozy, on le met en prison, on va voir la réaction de l'Union européenne. C'est ces gens-là, il faut leur répondre du tact au tact. D'accord, merci beaucoup à vous, M. Tonga, depuis le parce qu'il faut l'encourager dans le sens du panafricanisme. Alors, j'aimerais juste dire que le changement ne vient pas de l'extérieur. Le changement viendra à partir de l'intérieur. Qu'est-ce que cela veut dire? En France, la peur a commencé au cœur de la France. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que ces gens-là vont tous nous tuer? Donc le débat est déjà monté au niveau de Valls. Valls a été incapable de répondre à ces questions. Ou on lui a dit que ce que vous avez fait en Afrique, c'est ce qui nous arrive ici en France. Donc les Français, la peur est en France, c'est là où le changement va commencer. Tant que les Français mangent, ils dorment, ils dansent dans les bois de nuit, je vous dis que... Donc moi j'ai espoir. Je vous dis qu'il y a espoir parce qu'en France, ça tremble. Voilà ce que je voulais dire. Donc l'Union africaine n'a qu'à demander de quitter la CPI. C'est tout.
D'accord. Merci beaucoup à vous, Alain du Japon. Et nous prenons le dernier appel. C'est Caroline qui nous revient. 1 minute aussi pour vous, Caroline. Bonsoir une fois de plus et bienvenue dans cette édition. Alors, je pense qu'on a des soucis de connexion avec Caroline. On va revenir sur ce plateau. En quelques secondes, chacun va dire quelque chose pour que nous sortions de cette édition. Alors, Président Bandakani, d'abord. D'abord, une fois de plus, je vais insister sur les tâches historiques que la situation impose aux Africains. J'insiste parce qu'on dit que la colon s'attrape au niveau interne. Donc, alors je disais déjà à mes frères, Simo et N'Djamène, vous n'allez pas mourir. Vous allez voir l'aboutissement de ces combats-là de vos propres yeux. Donc nous considérons que votre disponibilité à vous sacrifier pour l'Afrique, c'est un martyr spirituel. Il y a un pasteur sur le plateau, il sait ce que je suis en train de dire. C'est quand l'ennemi paraît au sommet de sa puissance que les conditions de sa ruine sont réunies. C'est quand l'ennemi paraît au sommet de sa puissance que les conditions de sa ruine sont réunies. C'est ce que l'histoire nous enseigne. Je ne vais pas citer les cas ici. C'est ce que l'histoire nous enseigne. Donc, pour dire quoi? Pour dire que par rapport au président Déby, d'abord le bilan de M. Mugabe a dénoncé la CPI, il a parlé fort. Le président Déby, moi, je ne suis pas de ceux qui... je ne suis pas naïf. Il ne faut pas demander à quelqu'un ce qu'il ne veut pas donner. M. Déby ne viendra pas résoudre le problème de l'Afrique en un temps record. Non, pas du tout. Mais il fera ce qu'il peut. Déjà, à partir, oui, comme vous dites, déjà, son positionnement panafricaniste est un principal atout. Depuis plus d'1 an, 1 an et demi, il nous a convaincus par sa démarche panafricaniste, trahisse et joue. Il a pris position claire par rapport à ça. Donc, ce sont des faits qui nous disent que, bon, il va encore utiliser la tribune de l'Union africaine pour faire avancer le panafricanisme, ne serait-ce que sur le plan tribunicien. Donc, globalement, l'Union africaine, il ne faut pas rêver, ils sont financés par l'Union européenne. Et l'Union européenne impose les agendas secrets. Donc l'Union africaine est financée par ces gens, il ne faut rien attendre d'eux. Ils n'ont rien fait hier pour empêcher qu'on liquide Kadhafi. Ils n'ont rien fait hier pour attendre qu'on détruise la Libye. Ils n'ont rien fait pour protéger la Centrafrique. Ils n'ont rien fait pour protéger la Côte d'Ivoire. Par quelle magie on dit non? Mais il dit, on n'a pas été entendu. Et dès qu'il le dit, c'est un aveu d'impuissance. Il dit que nous n'avons pas été entendus. Vous croyez que qu'est-ce qui a changé dans les rapports internationaux pour que subitement leur voix devienne audible au CP international parce qu'ils sont réunis au niveau de l'Union africaine. Tout à l'heure, moi, je l'ai dit, les mêmes codes produisant les mêmes effets, il n'y a rien à attendre. Faisons que les conditions historiques, sociales, économiques ne sont pas les mêmes. Il n'y a rien à attendre de ça, de l'Union européenne. L'unité africaine est à construire, il a inventé par des stratégies nouvelles, par le dynamisme de nouvelles générations africaines. Voilà pourquoi je dis que je ne compte pas sur les chefs d'État africains de l'heure. Mais on va s'appuyer chaque fois que, contre vents et marées, contre eux-mêmes, ils vont nous servir. Alors, on sort de cette émission. Les autres vont souffrir de ne pas prendre la parole sur ce sujet-là. Nous sommes déjà en fin d'émission, mais nous donnons quand même la parole au sage Nora Sadio pour sortir de cette émission. Est-ce que vous pensez qu'on est capable d'atteindre, en tout cas d'atteindre cet autodéveloppement-là en Afrique avec la forme de l'Union africaine actuelle? Puisque le Sénégal a réussi à avoir beaucoup de riz qu'on ne va plus importer, l'Union européenne, la crise, ils sont en crise. Ils ne se font plus confiance. Parce qu'ils ne gèrent pas bien cette crise migratoire. Parce qu'eux-mêmes, attention, hein, je disais, j'ai vu Valls en face des journalistes. J'étais content et sidéré. Ce n'est pas le peuple français qui réfléchit tous comme Valls. Hein. Valls est venu être français à 20 ans. Donc, banda journaliste. Les journalistes l'ont harcelé de questions. Ils ne savaient plus que dire de bon. Ils lui ont même posé des questions très subtiles. Il n'avait rien dit. Qu'est-ce qu'il nous apporte? Rien. Notre problème. Moi, au début, quand il sortit le président de l'UA, je serais UA. Bon, je sais comme l'a dit M. Bandakani, mais j'ai un plus. Vous savez, Valls l'autre jour parlait, a valu beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il est en difficulté financière et les gens ne veulent même pas reconnaître cela. Il faut ajouter que la communauté internationale a cotisé l'argent. Oui.
la France a empoché cela et n'a pas reversé au Tchad ses droits par rapport à cette guerre. D'accord, c'est sur ce mot que nous allons terminer cette édition, malheureusement. S'il vous plaît, c'est important. Bandakani vient de vous dire ce qui est sérieux. On termine cette édition avec ces mots-là. On va prendre la parole sur ce sujet-là, M. Célestin Djamène et les autres. De toutes les manières, nous allons sortir avec cet ultime message, puisqu'elle n'a pas pu parler tout à l'heure sur ce sujet. Elle a quand même tenu à nous envoyer un petit message. On va le lire. Depuis la mort du guide Kadhafi, l'Union africaine a perdu ses lettres de noblesse. Il faudrait que le président Déby relance les projets du retour avec dignité de la diaspora africaine. Il doit respecter sa parole sur la sortie du franc CFA, ou le franc des colonies d'Afrique. C'est Caroline qui nous envoie ce message. Et on va se quitter avec cet autre message. En fait, il y a l'Association nationale des praticiens de santé en collaboration avec Afrique Média télévision panafricaine Afrique Média via l'émission Afrique Santé, et qui organise autour d'un panel bien fourni composé du promoteur Simo qui est sur avec nous sur ce plateau, et Ulrich Lunga qui sera à la présentation. Les panélistes, vous les connaissez déjà, sont ceux que vous voyez très généralement sur le plateau d'Afrique Santé sur Afrique Média Télévision. Nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles pour nous avoir permis de faire cette émission dans des bonnes conditions. L'information continue sur votre chaîne de télévision panafricaine Afrique Média, les programmes aussi. Bonsoir.